Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre, donc le chapitre 9, les aurores polaires. Alors, je pense que c'est un chapitre qui va bien vous plaire. Alors moi, c'est un de mes rêves, c'est justement d'observer et d'étudier ces merveilles du ciel. Et on va voir dans ce chapitre Kezako en gros, Kezako. Kezako, les aurores polaires, ou aurores boréales. Non, les aurores boréales c'est au nord, les aurores australes c'est au sud. Voilà. Alors ici, image de synthèse des aurores boréales, ici des aurores boréales, et ici des aurores boréales. Exactement. Alors, comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, je dis toujours ça. Sommaire 1, définition et généralité. 2, un spectacle unique au monde. Et enfin 3, présence sur d'autres planètes. Définition et généralité. Une aurore polaire, également appelée aurore boréale dans l'hémisphère nord et aurore australe dans l'hémisphère sud, comme je vous ai dit au début, est un phénomène lumineux caractérisé par des sortes de voiles extrêmement colorées dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant. Provoqué par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire, ou de l'héliosphère, c'est la même chose, et la haute atmosphère, les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles, dans une zone annulaire justement appelée zone aurorale, entre 65 et 75 degrés de latitude. Les régions les plus concernées par ce phénomène restent le Groenland, la Laponie, l'Alaska, l'Antarctique, le nord du Canada et l'Islande. Bien sûr le nord de la France aussi, mais c'est un peu plus rare. En 2, un spectacle unique au monde. Donc A, la formation d'une aurore polaire. Les aurores polaires. Il y a eu un bug là. Non, c'est bon. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Les aurores polaires se forment dans les régions polaires, bien entendu. Elles se caractérisent par des lumières qui dansent dans le ciel. Elles résultent d'éruptions solaires, voire animation, je vous montrerai après. Et quand elles arrivent dans le champ magnétique de la Terre, les particules de vent solaire rentrent en contact avec l'atmosphère terrestre qui, dans les régions polaires, est moins présente que dans le reste du monde. Alors maintenant, je vais vous montrer l'animation en question. Si ça veut bien. Attendez. Ah, voilà, c'est parti. Je vous laisse regarder l'animation. Pardon. Ok, fail. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi l'animation ne marche pas? Ah là 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 là. Super. Peut-être attendre un peu. Bah, alors. Pourquoi ça marche pas? Bon bah je sais pas. Désolé, hein. Pourquoi ça marche pas? Ah d'accord. Bon bah désolé, hein. Donc je vous mettrai le lien de la. C'est pas grave. Je vous mettrai pardon le lien de la de l'animation dans la description de la vidéo. Alors, prédire une aurore polaire. Le champ magnétique de la Terre joue un rôle important puisque sans lui nous serons exposés aux rayons UV. Les scientifiques déterminent les aurores boréales grâce à deux paramètres. Ils doivent d'abord surveiller l'activité du Soleil, puis ils doivent consulter la carte ci-dessous. Voilà, donc là vous avez la France, et là, plus la zone est rouge, et plus la présence d'aurore polaire est importante, tout simplement. Ici c'est la même chose, plus la zone est vert foncé, et plus la présence d'aurore polaire est importante, puisqu'ici vous avez tout ce qui est en vert au centre, c'est tout simplement le cercle polaire. Voilà. Et là ici c'est la Laponie. Attendez. Helsinki, oui, oui, c'est la Laponie. Là vous avez l'Islande, vous avez l'Écosse, et en dessous le Danemark, et en dessous la France. Vous avez l'activité du Soleil. Donc ici, 1973, ça signifie la plus grande éruption solaire qu'il y ait eu, ce qui a créé de nombreuses aurores boréales sur Terre. Et les éruptions solaires, c'est ici, c'est grâce à ces trucs-là qu'on appelle des protubérances.
qui s'étend à des millions de kilomètres dans l'espace. Les zones les plus rouges, c'est les plus chaudes, et les zones les plus noires, ici, c'est les zones les plus chaudes. Voilà. Non, 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 c'est le contraire, pardon. Les zones les plus en jaune, c'est les plus chaudes, et les zones en noir, c'est les plus froides. Voilà. Enfin, si vous arrivez à réunir toutes ces informations, alors vous aurez peut-être la chance d'observer une aurore polaire. Mon conseil, ne restez pas en France pour pouvoir observer une. En observer une, vous augmenterez vos chances si vous allez dans des pays nordiques. Pour finir, la couleur d'une aurore polaire dépend de l'altitude, de la longueur d'onde, de l'atome ou de la molécule percutée et de l'énergie émise en joules. Alors là, vous avez différentes longueurs d'onde qui va de l'ultraviolet à l'infrarouge, de 400 à 800 nanomètres à peu près. Plus c'est proche de l'ultraviolet et plus c'est violet-bleu, vous voyez, rouge pâle, jaune, vert, rouge foncé. Et plus ça tend vers l'infrarouge et plus c'est rouge foncé. Bien sûr, la longueur d'onde et la couleur dépendent de l'atome ou de la molécule percutée, donc de l'azote, du diazote normalement, N2, de l'azote, de l'oxygène, oxygène, non, non, pardon, c'est de l'azote, azote, hein. Azote, azote, oxygène, oxygène. Donc là, bien sûr, ça dépend aussi de l'altitude. Plus l'altitude est importante et plus la longueur d'onde sera faible et la couleur sera violet et bleu. Et moins l'altitude est importante et plus il y aura de présence d'oxygène dans l'atmosphère et l'aurore sera de couleur plutôt rouge foncé et l'altitude sera inférieure à 300 km. 300 km, c'est à peu près où volent les avions, un peu en dessous quand même. Et bien sûr, l'énergie émise en joules, plus due à la formule qu'on a vue dans le chapitre, rappelez-vous, dans le chapitre 8, là, avec le soleil, plus l'énergie émise en joules est importante, plus la longueur d'onde est faible, plus l'altitude est grande, et la couleur sera violet-bleu, donc clair. Au contraire, plus l'énergie émise, donc E, est faible, plus la longueur d'onde sera élevée, l'altitude ne sera pas élevée, elle, moins de 300 km, et l'atome ou la molécule sera plus présent dans l'atmosphère, qui est l'oxygène. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez ce que je vous disais juste avant. Donc là, vous avez des électrons qui est touché par les molécules d'air, les molécules qui sont excitées, et les molécules qui donnent des couleurs des aurores boréales. Donc là, vous avez la même chose. Plus c'est bas, c'est ça, hein. Plus c'est bas, plus c'est... Non. Vert... Voilà. Attendez, je regarde. 300... Oui, voilà. Donc vous voyez, ça c'est des molécules d'air qui font exciter les photons, ou l'héliosphère du Soleil, dû au champ magnétique de la Terre. Là, vous avez les différentes hauteurs. Les molécules sont excitées, et quand ces molécules sont excitées touchent des molécules d'air ou de l'oxygène ou de l'azote de l'atmosphère de la Terre, donc l'héliosphère du Soleil, donc le vent solaire, les particules, les photons du vent solaire, quand elles rentrent en contact avec les molécules d'oxygène ou d'azote, sont excités et émettent ce qu'on appelle de la lumière. Et au bout d'un moment, comme je vous ai dit dans le chapitre 8, un photon ne reste jamais longtemps excité, et au bout d'un moment, il va redevenir stable, en état fondamental, et il va tomber sur Terre, tout simplement. Mais ça fera pas de dégâts, il y a plein de photons qui tombent sur Terre chaque jour, et vous voyez, on est toujours vivant, hein. Voilà. Grand 3 présent sur d'autres planètes. Donc les aurores polaires ne sont pas un phénomène spécifique à la Terre, il est possible d'en trouver sur n'importe quelle planète possédant un champ magnétique. Elles sont observables grâce aux photographies prises en ultraviolet par le télescope Hubble. Les aurores polaires vues sur les autres planètes autres que la Terre peuvent être générées par d'autres phénomènes physiques que ceux provoquant les aurores terrestres. Sur Jupiter par exemple, l'ovale auroral principal est une conséquence de la rupture de corotation du plasma. Le champ magnétique de la planète entraîne normalement le plasma avec lui, mais à partir d'une certaine distance, la vitesse à communiquer au plasma devient trop grande et celui-ci ne suit plus. Cela crée un courant électrique à l'origine de l'ovale auroral. Oui, parce qu'une aurore polaire, c'est très électrique. C'est pour ça que des fois, quand vous avez une aurore polaire, il y a de temps en temps des coupures de courant, parce que ça génère un champ électrique, et ça fait disjoncter les compteurs électriques dans les maisons. Donc c'est pour ça que généralement, quand vous avez généralement beaucoup de coupures d'électricité et qu'il n'y a pas d'orage, qu'il n'y a pas d'orage qui ont été annoncés, c'est tout simplement qu'il y a une aurore polaire. Et donc je vous conseille de sortir immédiatement parce que c'est extrêmement rare en France d'en avoir une. La dernière, je crois que c'était dans les Vosges, il me semble. Voilà. Sur Jupiter, les satellites de la planète créent un courant électrique
en se déplaçant par rapport au champ magnétique, même phénomène que pour une dynamo, ces courants créent des spots auroraux vus pour la première fois en infrarouge puis en UV. Voilà. Là vous avez le 26, vous avez le 24 juin 2004, 24 janvier 2004, 26 janvier 2004 et le 28 janvier 2004 des aurores polaires à l'hémisphère au pôle sud de la planète Saturne. Alors mes sources, donc Wikipédia pour les images, Google Images idem, et un site qui vous montre les aurores polaires et leur incident technologique. C'est un bon site, je vous conseille d'y aller voir. Voilà. Et tout de suite après, là, je vais vous montrer tout de suite l'animation que je voulais vous montrer là sur les aurores polaires. Allez, à de suite. Je vais vous montrer ça sur YouTube. Allez, à de suite. Et revoilà, donc on se retrouve sur YouTube. Donc je vais vous montrer le déroulement d'une aurore polaire. Donc l'animation qui n'a pas voulu se lancer sur le diaporama du coup commenté. Donc j'aurais pas besoin comme ça de vous le mettre dans la description. Vous l'aurez directement sur la vidéo. Allez, je vous laisse regarder ça. Donc voilà, donc maintenant je vais vous commenter ce qu'on a vu. Alors, je vais la remettre. Alors, donc ici vous avez l'espace, hein, vous avez vu. Ici vous avez l'atmosphère du soleil, juste au-dessus. Vous avez le soleil, bien sûr, vous l'avez vu. Là, vous avez toujours la chromosphère, avec l'héliosphère au-delà. Là, ce qui va se passer, hop, éruption solaire, ici, qui va créer après une tache solaire à la place. Donc là, vous avez l'héliosphère, ou le vent solaire, c'est la même chose, chargé de photons, pardon, et de protons. Là, vous avez le champ magnétique de la Terre qui s'étend aussi dans l'espace, vous voyez, jusque là-bas. Il va être dégagé par ce champ magnétique et hop, ramené au pôle, parce que c'est là où l'atmosphère, pardon, est la plus fine. Et après, les autres particules vont être dégagées dans l'espace. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, donc j'espère que cette vidéo et ce cours commenté vous a plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à y liker, à poster un commentaire si vous avez des questions, comme d'habitude, à vous abonner. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.